Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvel attentat cet après-midi en France, à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Une voiture piégée a explosé devant une institution juive. Voici les premières images filmées par un caméraman qui se trouvait juste à côté de l'établissement. L'explosion a fait, aux dernières nouvelles, 11 blessés, dont un dans un état sérieux. Beaucoup de personnes dans la rue, vous le voyez, ont été commotionnées. Ces images nous montrent la voiture piégée qui est en flammes juste après l'explosion devant l'institution juive de Villeurbanne dans la banlieue lyonnaise. Cette explosion a eu lieu quelques minutes avant la sortie des enfants qui étaient en retard. Elle a eu lieu à 16h40. La cloche n'avait pas retenti à 16h30 comme c'est l'habitude. Il y a donc eu un petit miracle cet après-midi à Villeurbanne. Je vous rappelle tout de même le nombre de blessés, 11 blessés, dont un dans un état sérieux, un passant qui se trouvait là juste au moment de l'explosion. J'ai eu peur, hein. Pour l'instant, rien de plus. Hein, mais je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Il y a quelques minutes que le bus il venait de passer, et moi, j'ai décidé de rentrer à pied chez moi, je sors du boulot. Dans ce coup, boum, j'ai reçu des morceaux de verre sur la tête. Je croyais que ça venait d'un appartement. Énormément de monde dans la rue. Regardez, je suis plein de poussière. Mais heureusement que j'ai rien, hein. Heureusement que j'ai rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À l'intérieur. Qu'est-ce que c'est la voiture qui a explosé? Il était donc 16h40 cet après-midi à Villeurbanne dans la banlieue lyonnaise. Voici maintenant donc notre premier reportage avec les images, le premier constat, les premières pistes. Vincent de Guyenne, Yves de l'Écluse. La scène se passe devant l'école juive de Villeurbanne, vers 17h, l'heure habituelle de la sortie des classes. 20 minutes avant, une voiture a explosé juste devant. 11 personnes ont été blessées. Les enfants étaient encore à l'intérieur, seuls 3 d'entre eux ont été légèrement commotionnés. À 20 minutes près, le bilan aurait pu être bien plus lourd. On était en train d'écrire avec la prof de français et puis d'un seul coup on a entendu une grosse explosion. La détonation a été forte. La voiture s'est immédiatement enflammée. Le feu s'est propagé dans un immeuble voisin. Selon un collaborateur du Grand Rabbin de Lyon, la cour était jonchée de boulons et de clous. Cette école, qui a échappé de peu au drame, abrite 700 élèves du jardin d'enfants à la 3e. C'est la première fois depuis le début de la vague d'attentats en France à la mi-juillet que la communauté juive est donc directement concernée. Les premières réactions tout de suite, Didier Guyot, Yves de l'Écluse. Non, les enfants, pas sortis. Il y a encore les enfants dedans. On les a laissés, pourquoi on les évacue pas de l'autre côté? Quelques secondes à peine après la déflagration, c'est tout un quartier qui accourt affolé sur les lieux du drame. Les commerçants quittent les boutiques, les parents courent en direction de l'école, en quête de la moindre information. Les policiers, les secours arrivés rapidement sur place, bouclent les rues. On a peur qu'une seconde bombe soit encore là. Les voitures suspectes sont étroitement surveillées. Dans les rues, c'est l'indignation. Non, c'est sûr, mais bon, c'est marrant. C'était quand même assez effrayant parce qu'on ne savait pas, en plus la police disait qu'il y avait une deuxième bombe. Sentiment de dégoût, on peut rien dire d'autre. Hein. Sentiment d'écœurement et un manque de protection, puisqu'il y avait, toutes les voitures sont garées, il n'y a aucune protection, il n'y a rien. Et remercier Dieu, parce que à 5 minutes près, c'était une catastrophe, c'était un massacre. C'est semble-t-il parce que la sonnerie de l'école n'a pas fonctionné, que les dizaines d'élèves sont restés plus longtemps que prévu. Ils auraient dû sortir au moment de l'explosion. La boucherie a été évitée de justesse, et pour les enfants, ce furent des moments insoutenables. Nous, on était 30 dans la classe. Et on s'est tous couchés par terre, on est tous allés près de la porte pour se coucher. Et voilà. Vous êtes couché par terre et après vous vous êtes précipité vers la porte? Oui, très. Voilà donc pour ce premier reportage, ces premières réactions. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, a décidé de réunir à 21h ce soir un nouveau comité interministériel contre le terrorisme. Et puis le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Louis Debré, indique à l'instant même que l'attentat de Villeurbanne peut être lié aux autres attentats qui ont eu lieu à Paris et en France au cours des mois de juillet et du mois d'août. En effet, cet attentat a eu lieu à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Après Paris, souvenez-vous, c'est là qu'ont eu lieu les tentatives d'attentats attribuées à des intégristes islamistes.
Il y a eu l'explosion avortée sur la ligne TGV Lyon-Paris, l'arrestation de 4 jeunes intégristes musulmans la semaine dernière qui envisageaient de faire sauter une raffinerie de pétrole. Et enfin, l'attentat de cet après-midi. Michel Fine. Le 26 août dernier, à quelques kilomètres de Lyon, un conducteur de TGV repère près de la voie une bonbonne de gaz de 25 kg, une bombe remplie de poudre, de boulons et de clous. Elle devait exploser au passage du TGV, mais le système de mise à feu n'a pas fonctionné. Les enquêteurs sont perplexes. À première vue, l'engin du TGV ressemble à ceux qui ont explosé dans le RER Saint-Michel et sur la place de l'Étoile. Mais le matériel utilisé est différent. Les policiers se demandent alors s'ils n'ont pas affaire à un réseau local de poseurs de bombes. 5 jours plus tard, ils lancent un coup de filet dans les milieux islamistes lyonnais. 15 personnes sont interpellées, 4 seront mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Si l'enquête n'a pas établi de lien avec la tentative d'attentat contre le TGV, les découvertes sont intéressantes. Dans ce foyer, on a trouvé une montre à quartz reliée à des fils électriques, un élément susceptible d'entrer dans la fabrication d'un système de mise à feu. L'un des hommes interpellés, un Français converti à l'islam, a avoué qu'il préparait un attentat contre un dépôt d'hydrocarbures de la région. Autant d'éléments qui font que les spécialistes de la lutte antiterroriste n'ont jamais abandonné la piste d'un réseau lyonnais. Didier Guyot en direct de Lyon, notre envoyé spécial. Didier Guyot, on parle d'un suspect qui a été interpellé quelques minutes après l'explosion. Il est en train de s'enfuir. Exact, on avait vu un homme s'enfuyant juste après l'explosion dans les rues. Un homme donc suspect selon certains témoins avec un blouson d'ailleurs de couleur moutarde semble-t-il. Donc le signalement a été immédiatement donné et bien sûr comme les secours et les policiers sont arrivés rapidement sur place, ils ont pu a priori récupérer ce suspect qui reste bien évidemment un suspect pour l'instant, mais un homme a bien été interpellé à quelques 200-300 mètres d'ici. Didier, on a résumé dans les deux reportages l'ensemble des indications qu'on avait jusqu'à présent sur l'attentat de cet après-midi. Avez-vous de nouveaux éléments? Non, si ce n'est que bien évidemment, c'est l'indignation, je ne me cacherai pas sur place. De nombreuses personnalités sont venues faire part de leur écœurement, de leur dégoût. François Bayrou qui donne actuellement une conférence de presse, en tout cas ses impressions juste derrière moi, puisque l'attentat a eu lieu donc juste au niveau des palissades qui se trouvent derrière moi. François Bayrou a fait part tout à l'heure de son écœurement. Il y a quelques secondes, Charles Million vient lui aussi d'arriver. Bien sûr, de nombreux badauds sont là, secoués eux aussi par cet attentat. Merci Didier, on se retrouve bien évidemment au cours de ce journal si vous avez de nouveaux éléments. J'ajoute encore que le Premier ministre, M. Juppé, a exprimé son indignation après ce nouvel attentat, renouvelé ses consignes de vigilance au gouvernement, à la police ainsi qu'aux Français. Parallèlement à cet événement, à Bruxelles, au procès des 13 islamistes, le procureur a réclamé une peine de 5 ans de prison pour leur chef, Ahmed Zawi. Passons à la Polynésie française maintenant. Hier matin à Papeete, la manifestation des indépendantistes qui protestaient contre les essais nucléaires français a finalement tourné à l'émeute. Le mot n'est pas trop fort. D'abord sur l'aéroport qui a été complètement détruit, suivi d'un saccage en règle du centre-ville. Reportage Thierry Tullier, Franck Brisset. Ils sont 200 à 300, dont beaucoup de jeunes. Et ils ont forcé les grilles qui protègent le tarmac de l'aéroport. Très vite, nous sommes en début de matinée, les manifestants prennent d'assaut les appareils qui y stationnent. Le face-à-face dégénère. Les maigres forces de l'ordre sont débordées, parfois molestées. L'avion à destination de Paris est cloué au sol. Ses passagers, à peine embarqués, doivent redescendre. Une première charge de gendarmes mobiles, une première salve de tirs tendus permettent alors de refouler les manifestants en bout de piste. Je suis venu ici pour faire un sitting ici. Là. Et il paraît que Floss il est dans l'avion pour partir en France. C'est ce qu'on voulait faire ici. À chaque fois qu'il y a manifestation contre lui, il prend l'avion et il part. Il s'en fout carrément de nous. Pendant ce temps, dans l'aéroport, d'autres groupes de manifestants investissent l'aérogare. C'est le début des émeutes. Le résultat de Chirac, ça. Sa faute.
c'est le paradis. Pourquoi ils viennent faire le bombe nucléaire ici au lieu de le mettre en France? Maintenant, les gens veulent de la violence. Chirac veut de la violence, il va l'avoir. En quelques minutes, le feu prend. L'aérogare va bientôt être réduit en cendres. Puis les émeutiers s'attaquent au parking, incendiant tout ce qui leur tombe entre les mains. Les quelques 200 gendarmes ne parviendront que provisoirement à repousser les manifestants qui finalement réinvestiront en fin d'après-midi les abords du parking de l'aéroport. Ils sont très mobiles et puis ils agissent surtout en petits groupes, un ou deux, avec des cailloux. Donc, et en plus, ils sont très forts, ce qui fait qu'ils arrivent à approcher les cailloux très très loin. Et alors que les pompiers se rendent tout juste maîtres des incendies dans l'aéroport, laissant apparaître des dégâts considérables, la nuit tombe. Et l'action des émeutiers se déplace en ville. Mais les jeunes de motivation vaguement indépendantistes ont laissé cette fois-ci la place à des casseurs, plongeant les habitants dans le désarroi. Une dizaine d'établissements sont en feu, tandis que les légionnaires arrivent de Mururoa, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Avec le décalage horaire, c'est la journée de jeudi qui commence en ce moment à Papeete et le constat des dégâts est vraiment impressionnant. Agnès Varamian, Philippe Louzzi, reportage. 6 heures du matin, Papeete est déjà active. Les Tahitiens s'attardent devant les vitrines brisées. Beaucoup sont restés cloîtrés chez eux la nuit dernière par peur et découvrent les dégâts. Qu'est-ce que vous avez découvert ce matin? Malheureusement, il n'y a que les vitres qui sont cassées. Heureusement, tous les machines, les ordinateurs n'ont pas été touchés. C'est un soulagement quand même. C'est vraiment une désolation. Tout ça, c'est des voyous. Ce sont des voyous, l'histoire. De manière sous-jacente, il y a peut-être la politique, mais c'est de la voyoucratie, c'est tout. La descente des casseurs dans la ville a été fulgurante hier soir. Tous ont regagné les faubourgs très vite. Sur les raisons de leur colère, les avis des Tahitiens divergent. C'est de la politique, mais c'est un peu du mélange, quoi. Car les autres qui viennent, c'est les antinucléaires, et les autres, je sais pas, c'est juste bouclier. Quand ils ont fait péter à Montloulo, c'est venu ici et ça a pété ici. Ça n'a pas pété seulement là-bas, c'est venu ici et ça a pété. Nous avons envoyé les forces de l'ordre pour tirer sur Ce matin, la vie reprend son cours doucement. Voyons comment est la situation ce matin donc à Papeete avec l'un de nos envoyés spéciaux, Thierry Tullier. Thierry, on vient de voir dans le reportage d'Agnès Varamian que la vie reprenait son cours. Est-ce que la situation est calme? Craint-on de nouveaux incidents? Tout à fait, Daniel. Pour l'instant, la situation en ville est très calme. Quant aux abords de l'aéroport, il persiste ici et là quelques barrages, mais sans comparaison avec ce qu'on a connu hier. Alors, est-ce un lien de cause à effet? Toujours est-il que les renforts de gendarmes venus de Nouvelle-Calédonie et de métropole ont commencé à se mettre en place et les patrouilles sont omniprésentes dans la ville ce matin. Alors, sait-on exactement ce matin qui étaient ces émeutiers? Il semble qu'ils soient différents selon qu'ils étaient à l'aéroport ou en ville la nuit. Exactement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au tout début de l'opération, dans l'aéroport et sur la piste, il y avait beaucoup de militants indépendantistes, des syndicalistes, des écologistes qui avaient l'intention d'occuper pacifiquement le tarmac pour protester contre la reprise des essais nucléaires. Mais les choses se sont très rapidement gâtées et c'est à l'extérieur, évidemment, que cela s'est passé. Et ce sont des jeunes venus des quartiers pauvres de Papeete, de la commune voisine de Fa'a, commune indépendantiste, qui ont provoqué les incidents les plus sérieux. Vous imaginez qu'il n'avait pas de motivation politique vraiment importante, en tout cas vraiment réelle. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que les éléments les plus durs se sont rendus ensuite dans la nuit, dans le centre-ville, avec un seul objectif, le pillage. Nous étions dans ce cas-là très loin, effectivement, des motivations antinucléaires. Merci Thierry. Dans le monde, de nouvelles manifestations ont eu lieu contre les essais nucléaires français. À Berlin, cet après-midi, vous allez le voir, 12 000 jeunes ont manifesté dans l'artère principale de la ville, de la capitale allemande. Vous les voyez sur ce document. Et hier soir, vous allez le voir, au cours d'un des matchs du championnat d'Europe de football, à l'occasion du match Suisse-Suède, l'équipe de Suisse a déplié un calicot hostile à M. Jacques Chirac et aux essais nucléaires français.
Ajoutons à cela que ce matin, M. Juppé a déclaré que la France était disposée à faire profiter l'Europe de sa capacité et de sa protection nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Kinkel, s'est déclaré intéressé par cette proposition. Il s'agirait donc en quelque sorte de l'esquisse d'une force de dissuasion commune à l'Europe. L'ouragan Louis s'est abattu sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. On déplore ce soir 8 victimes. Les 2 îles sont privées d'électricité et d'eau potable. À Saint-Martin, avec les premiers secours arrivés sur place, les premières images de nos envoyés spéciaux commentées par Valérie Hermite. Comme sur toutes les îles balayées par Louis, les habitations de bois et de tôle n'ont pas résisté à la force de l'ouragan. Des quartiers entiers de Saint-Martin seraient ainsi dévastés et plusieurs personnes ont déjà trouvé la mort. L'habitat léger créole a volé en éclats, 60% des bâtiments durs ont été touchés et des complexes touristiques ont été atteints. Très peu de blessés légers qu'on sonne sur place, un décès, un disparu sur la partie française, 7 noyés sur la partie hollandaise. Et le bilan en pertes humaines risque fort de s'alourdir. Les premiers secours sont enfin arrivés à Saint-Martin. Des avions d'abord, puis des navires de la marine, transportant vivres et matériel de première urgence. 3000 personnes sont actuellement sans abri à Saint-Martin et il n'y a plus d'eau potable. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, les réseaux de communication sont très difficiles à obtenir. C'est une vision, encore une fois, de désastre, de désolement total. Les îles d'Antigua et de Porto Rico ont elles aussi été touchées par Louis. L'ouragan s'est enfin décidé à quitter cette partie des Caraïbes, mais il poursuit toujours sa route vers le nord-ouest. En France, heureusement, actualité moins tragique, un important accord a été signé la nuit dernière entre syndicats et patronat, la possibilité pour les entreprises d'opérer des départs en pré-retraite à partir de 59 ans, à condition parallèlement d'engager un jeune. Laurent Bailly, François-Xavier Bunel, reportage. Mécanicien poids lourd, c'est un métier pénible. Plus les années passent, plus les mouvements pèsent et les outils aussi. Alors aujourd'hui, Edgar Cary se réjouit. Pouvoir partir à 58 ans au lieu de 60, ça lui convient. Comme plus de 200 000 salariés en France, il a commencé à travailler très jeune et cotiser pendant plus de 40 ans. La mesure d'aujourd'hui, c'est donc pour lui une bonne surprise, bien méritée. Je m'appelle Edgar Cary, j'ai 57 ans. Je travaille depuis l'âge de 14 ans et je suis satisfait de cette loi qui vient d'être votée et ça donnera la place à un jeune. Et moi, ce que j'attends, c'est surtout avoir un peu de temps libre, que faire des choses que j'ai jamais eu le temps de pouvoir faire. Permettre aux jeunes de trouver un emploi, voilà l'objectif des partenaires sociaux. Le dispositif est simple, c'est la caisse d'assurance chômage qui versera aux salariés 75% de son salaire net jusqu'à la retraite. En échange, les employeurs qui laissent partir leurs anciens devront recruter un jeune en contrat à durée indéterminée. Bonne nouvelle pour Edgar Cary, son patron est prêt à jouer le jeu. S'il fait la demande d'arrêter définitivement, ce sera, non pas avec plaisir, peut-être une petite nostalgie quand même de le voir partir, mais si ça répond à ses aspirations, il n'y a aucun problème. Il partira à 58 ans et nous aurons plaisir d'accueillir un jeune à sa place. Une mesure bien accueillie partout, c'est rare. Celle-ci coûtera au moins 8 milliards de francs, mais pourrait permettre à 200 000 jeunes de trouver un emploi d'ici décembre 1996. L'actualité internationale en Bosnie, gênée par le mauvais temps, les raids de l'OTAN ont tout de même repris tout au long de cette journée. Côté bosniaque, côté serbe de Bosnie, nos envoyés spéciaux Dorothée Olyric, Jacques Merlino. Il y eut d'abord dans la nuit et dans la matinée des explosions violentes dont il était difficile de déceler l'origine. Puis un peu avant midi, à 3 km du centre de Palais, un bombardement sur une caserne déjà plusieurs fois touchée. Les bâtiments prennent feu et un dépôt de munitions explose. Une détonation sourde suivie d'une autre explosion. Dans les maisons autour de la caserne et dans tout Palais, c'est l'affolement. Aucun abri n'a été préparé et chacun cherche une protection, même si elle est quelque peu illusoire. Sur le mont Igman, les canons sont en position de tir. Mais à part quelques ripostes ponctuelles sur des positions serbes menaçantes, la force de réaction rapide attend encore l'ordre d'intervenir. On est loin des 1000 coups tirés par les soldats britanniques et français la semaine dernière, lors de la première vague de frappes aériennes.
Pourquoi la FRR n'a-t-elle pas été associée à cette première phase? Parce que je pense que le choix a été fait de permettre aux bosno-serbes de se retirer sans être pris à partie par l'artillerie. Les frappes aériennes visent davantage un dispositif d'infrastructure et dans la profondeur. On ne peut pas demander à des gens de se retirer et d'être frappés au moment où ils se retirent. Concrètement, tout pourrait changer demain à 23 h à l'expiration du nouveau délai accordé aux Serbes pour retirer leurs armes lourdes. À Sarajevo, la population s'impatiente face au calme qui règne sur le mont Igman. Bien sûr, il y a les raids aériens, un peu plus soutenus aujourd'hui, mais les Bosniaques souhaitent voir ces mortiers davantage en action pour faire reculer les Serbes une fois pour toutes. Retour en France avec un incendie dans les Landes cet après-midi. 5 foyers se sont déclarés près de la commune de Sarbre, non loin de Mont-de-Marsan. 500 hectares de forêt ont été détruits et des maisons ont dû être évacuées. Jacques Cardoz. Elles ont ravagé plus de 600 hectares dans cette région des Landes. Les flammes n'ont cessé d'embraser cette forêt de pins dans un rayon de 20 km et depuis midi aujourd'hui. Mais ce sont en réalité 5 foyers qui se sont déclenchés successivement autour de Garin, Trinzac, Céré et Sabre. Des départs de feu quasi simultanés, il s'agirait donc d'incendies d'origine criminelle. En fin d'après-midi, d'importants renforts ont rejoint les unités déjà en place, 4 Canadair et un avion bombardier d'eau en provenance de Marseille. Plusieurs habitations ont dû être évacuées, l'une d'entre elles a été détruite, mais il n'y a aucun blessé. Les rafales de vent de 35 à 85 km/h devraient se maintenir ce soir, ce qui rend la tâche des pompiers encore plus difficile. Retour à l'attentat de Villeurbanne cet après-midi avec d'autres images qui montrent la relation qu'il pourrait y avoir entre cet attentat et les autres attentats qui ont réussi ou avorté à Paris et à Lyon, avec ces clous montrés par un témoin, des clous qui composaient les bombes qui ont explosé à Paris à la station RER Saint-Michel et place de l'Étoile. Réaction maintenant du ministre de l'Intérieur, M. Debré, qui est attendu sur place et qui se trouvait cet après-midi à Amboise. M. Debré. Ces gens agissent de manière lâche et ils se sentent poursuivis par la police et donc ils changent les endroits, mais nous ne relâchons pas notre effort et nous continuons. C'est en tout cas le même type d'attentat que les précédents. Vous comprenez bien que d'abord, je ne peux rien dire pour l'instant, première remarque, et deuxièmement qu'il est trop tôt pour faire des précisions sur le type d'attentat. Mais il semble bien qu'il y ait des éléments qui nous permettent de penser que tout ça est lié à d'autres attentats. Réaction maintenant de M. François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, puisque cette explosion a eu lieu dans une institution juive, une école juive de Villeurbanne. Donc le ministre s'est rendu immédiatement sur place. Voici son témoignage après une série d'entretiens avec les collaborateurs de l'école et les autorités lyonnaises. M. Bayrou. On voit combien les consignes de sécurité que nous avions prises et dont les médias se sont fait largement l'écho le jour de la rentrée étaient justifiées. Je veux dire naturellement à tous les enseignants à quel point leur engagement, comme celui des parents, est important dans ces mesures de sécurité, à quel point nous avons pour cela besoin d'eux. Et naturellement, je vais ce soir même, avec le ministre de l'Intérieur, voir de quelle manière nous pouvons éventuellement renforcer ou adapter mieux encore les mesures de sécurité dont nous savons maintenant qu'elles étaient ô combien justifiées. Justement, concrètement. Voilà donc pour l'essentiel des informations connues jusqu'à présent sur ce dernier attentat qui a eu lieu cet après-midi à Villeurbanne. Soirée d'information continue sur France 2 ce soir, avec, avant envoyé spécial, tout de suite, la première d'invité spécial. Jean-Luc Manot, Alain Duhamel reçoivent Lyon.